Bonjour et bienvenue à ce webinaire de 14, le troisième d'une série de rendez-vous en ligne qui se tiendront tout au cours de l'année 2022. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Isabelle Gagnon, propriétaire de 14 agences web design marketing, et j'ai le plaisir de travailler avec une équipe d'experts qui carburent à augmenter la visibilité, les ventes et la notoriété des entreprises et des organisations pour qui nous travaillons depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, on parle de positionnement stratégique d'entreprise pour mieux se démarquer dans votre marché et, bien sûr, communiquer cette différence à vos clients potentiels, donc sur votre site web, bien sûr. Les questions auxquelles nous répondrons ce midi, c'est comment positionner clairement et de façon distinctive votre entreprise dans le marché, comment aligner votre entreprise de la vision jusqu'aux actions plus concrètes, puis comment assurer l'adéquation de votre offre de service avec les segments de marché visés. Comment être plus attractif, enfin, auprès de vos clients, des clients que vous ciblez. Donc, pour traiter du sujet aujourd'hui, je suis accompagnée de ma complice, Isabelle Giroux, partenaire de 14, experte en positionnement d'entreprise. Isabelle est reconnue et appréciée pour son approche concrète, son approche terrain. Isabelle challenge les dirigeants afin de pousser la réflexion sur la croissance de afin de pousser la réflexion stratégique sur la croissance de leur entreprise. Son approche vente marketing aide ceux-ci à voir leur entreprise avec une nouvelle perspective pour se positionner clairement dans le marché. Ses 25 années d'expérience en marketing avec des entreprises en transformation lui permettent maintenant d'aider les PME à bien réfléchir à leur stratégie et avec un processus pratique et éprouvé. Isabelle Giroux, bonjour. Bonjour Isabelle, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous ce midi et de nous partager ton expertise, ta zone de génie. Afin d'être plus pertinent, parce qu'on veut donner des exemples concrets pendant ce webinaire-là, on vous inviterait peut-être dans le chat à nous mentionner dans quel secteur d'activité vous œuvrez. Donc, ça va nous donner un petit peu une idée à nous et aux autres participants du webinaire dans quel domaine vous évoluez. Et puis, on va être capable, tout au long du webinaire, de essayer de trouver des exemples un petit peu plus concrets là, qui vous parlent selon le domaine dans lequel vous œuvrez. Donc, le chat, vous allez le trouver dans l'onglet de gauche, dans Q&R, questions et réponses. Donc, cliquez sur l'onglet et puis notez dans quel secteur d'activité. Pour le bénéfice de tous, je vais le nommer. Donc, on a Caroline qui travaille pour un OBNL, un Carrefour Jeunesse Emploi. On a également François qui travaille dans l'achat et l'acquisition d'entreprises. On a Chantal qui est dans le domaine de l'agriculture. On a Richard qui est dans le courtage immobilier commercial. Et ça fait le tour un peu pour ceux qui sont inscrits. On avait beaucoup d'autres inscriptions, mais là, ça semble-t-il, il y a peut-être eu une tornade, qui a passé ce midi. On a des gens qui étaient inscrits qui n'étaient pas là. Donc, poursuivons. Le sujet numéro 1. Donc, Isabelle, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ouvrent, qui ferment chaque jour, je dirais, hein, pas chaque année, chaque jour. Puis c'est d'autant plus vrai en 2022. Le COVID nous a beaucoup bousculé. Donc, le positionnement stratégique, je pense que c'est tellement d'actualité, mais il faudrait peut-être le définir, le cadrer. C'est quoi le positionnement stratégique? Absolument. Je vais vous partager l'écran. Je vous propose, j'aime beaucoup, on est très visuel, hein, la majorité des gens, donc pour vous permettre de vous donner que vous ayez des images en tête. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, c'est bon? OK, oui. Parfait. Dans le fond, le positionnement stratégique, c'est tout simplement, c'est la place qu'occupe, c'est la position qu'occupe une marque dans l'esprit du marché cible par rapport aux concurrents, donc dans le marché. On voit actuellement à l'écran une carte, ce qu'on appelle une carte de positionnement. On voit le logo en haut à droite. On a l'axe à la verticale, l'axe 1 et l'axe 2 à l'horizontale. Puis notre logo doit se retrouver, en guillemets, dans notre carte de positionnement. L'idée, c'est de se différencier du marché, évidemment. On va en parler un petit peu plus tantôt. Donc, de se dire, nous, on se retrouve là, puis les autres se retrouvent ailleurs. Donc, quand le client entend parler de nous, une autre image aussi qui est très intéressante que je veux vous partager, c'est que l'image de ton entreprise se crée dans la tête du client basée sur ce qu'il perçoit de ton entreprise. Donc, on n'a pas le contrôle sur ce que les gens vont penser de nous, hein, croire de nous aussi, voir de nous, sauf qu'on peut les influencer en communiquant, en transférant les informations, en nommant des choses dans le fond, de la façon dont
on communique avec nos clients pour qu'ils développent cette perception-là différente, évidemment, contenant contenu marketing. Il faut qu'il y ait évidemment un lien, là. Donc, c'est ça, le fameux positionnement, c'est de dire quand je pense à cette marque-là, à cette entreprise-là, petite ou grande, qu'est-ce qui me vient en tête? Comment est-ce que je les distingue par rapport à leur concurrent, essentiellement? Donc, ça, c'est super pertinent. C'est un vol d'hélicoptère, on s'entend, là, on voit ça gros, parce qu'on veut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, ma prochaine question pour toi, Isabelle, ce serait, c'est quoi les critères différenciateurs de sa concurrence? Des exemples concrets. C'est quoi? Comment on se distingue? Oui. Je vais vous donner une couple d'exemples. On est plus dans la théorie dans cette page-là, mais je vais vous donner des cas concrets par la suite. Là. Dans le fond, les critères différenciateurs, ça peut être l'expertise d'une entreprise. Ça peut être les caractéristiques techniques d'un produit. Tout ce qui est différent, qui peut être différent des autres. Des fois, c'est la façon de travailler. Je vous donne cet exemple-là. Moi, dans mon travail, ma façon de me différencier, c'est de travailler de façon très concrète avec les entrepreneurs. Puis vous allez voir un petit peu plus loin. Je donne des exemples de ça. Faire une planification stratégique en 3 jours et sortir du cadre du travail, c'est pas toujours facile pour les petites entreprises. Donc, il y a des façons de travailler que j'ai adaptées pour servir les plus petites entreprises. Il y a aussi comme autre critère, bon, j'ai une liste ici sans vous faire la lecture, hein, je pense que le document va être disponible ensuite. La tarification, des fois, c'est le modèle d'affaires dans la façon de présenter son offre également. Des fois, on peut voir des coachs qui présentent, qui ont une offre de mastermind. Il y en a d'autres qui sont plus pointus dans l'accompagnement au one-on-one, donc ça dépend. Il y a le côté des partenaires complémentaires avec qui on travaille aussi qui peut être un élément différenciateur. La page suivante vous donne vraiment des exemples concrets. Exemple axe ou positionnement, axe de positionnement, identité et appartenance. Je donne l'exemple quand j'ai travaillé en entreprise. Je suis à mon compte depuis presque 3 ans maintenant. Mais quand j'ai travaillé dans les magasins L'Aubainerie, on m'avait donné le mandat que l'Aubainerie soit plus sexy. Début des années 2000, là, dans le grand virage de l'entreprise, c'était la fierté de magasiner à l'Aubainerie essentiellement. Ça a l'air simple comme ça, hein, mais des fois, c'est en faisant une fameuse réflexion stratégique qu'on va aller chercher ces éléments-là. Puis dans les entreprises de services, c'est toujours plus complexe que quand on vend un produit. Hein? Puis plus l'offre de service, plus le service qu'on offre à nos clients est complexe, bien, plus ça va être compliqué de l'expliquer. Mais des fois, il faut y aller un petit peu plus simple aussi, voir qu'est-ce qui est intéressant à savoir pour le client. L'exemple aussi, l'expertise, le Publisac. Quand je suis arrivée en 2008 au Publisac, on me disait, encore là, ces 2 entreprises où j'étais là une dizaine d'années, me disaient, on veut être plus sexy que les autres. On voulait vendre le Publisac. Dans le fond, l'insertion des produits, des circulaires dans le Publisac, c'était une chose. Mais on voulait vendre aux agences de publicité. On ne se trouvait pas très sexy à côté des autres médias, des panneaux d'autoroute, de la radio, de la télé, évidemment, du web aussi par la suite. Et dans le fond, on voulait être comme sexy comme eux autres, mais en réalité, qu'est-ce qui faisait qu'on était sexy? Nous autres, c'est parce qu'on était vraiment très efficaces. On était le seul média. Je ne dis pas que les autres médias ne sont pas efficaces, mais en termes du côté retail, vous le savez, hein, les rabais, tout ça, c'est les circulaires qui amènent les gens beaucoup en magasin. Mais le Publisac, c'est le seul média où il y avait un élément différenciateur. C'est le seul média qui allait à la porte de 2,3 millions de foyers au Québec à chaque semaine. Évidemment, je parle de ça il y a une dizaine d'années. Il y a des petits changements qui sont en train de se profiler dans le marché. C'est pour ça que c'est important de revoir son positionnement d'entreprise hein, aussi. Je donne l'exemple également, un exemple de communication, de positionnement, d'identité, d'appartenance, Ceratec, qui est un allié des détaillants et des architectes designers, qui ne vendent pas aux détaillants, qui vendent aux détaillants et aux architectes designers, mais qui ne vendent pas directement aux consommateurs en même temps. On est le seul chez Ceratec à faire ça. Les autres grands de ce monde vendent à tout le monde finalement. Donc, il y a une petite guerre, là, si on le veut, dans le marché avec les détaillants là, qui se font voler leurs clients par leurs fournisseurs. Donc, c'était pas évident. Fait que c'est un positionnement, des fois, c'est des positionnements plus soft, mais des fois, c'est des positionnements très courageux où on veut être vraiment différent et ça doit être vraiment des éléments, des informations qui sont importante pour le client aussi. Il faut que ça soit pertinent, cette différence-là aussi. Dans le tableau qui est là, comme je vous disais tantôt, je vous évite la lecture là, parce que je veux favoriser l'échange aussi. Mais tu sais, je vous donne l'exemple peut-être le dernier, la publicité comparative, Pepsi-Cola et Coca-Cola.
hein, dans leur campagne publicitaire finalement conjointe, on avait finalement l'impression qu'il y avait juste 2 marques de cola parce qu'on n'entendait pas parler vraiment des autres non plus. Donc, c'est ce qu'on véhicule dans le marché comme positionnement qui amène les gens à penser à nous et à avoir une image par rapport à qui nous sommes. Et là, c'est des exemples de plus grandes entreprises. C'est de la grande PME, là, particulièrement les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Mais ces critères-là fonctionnent pour tout le monde. Là. Fait que là, dans le fond, tu nous donnes des exemples avec des grosses entreprises, Coca-Cola, Apple, Duracell. On se dit, on pense à tort que c'est réservé à la grande entreprise. On dit, eux autres, ils ont les moyens, ils ont des départements, ils font des planifs stratégiques, ils ont un positionnement, c'est clair. Ouais, c'est facile pour eux autres, mais nous autres, là, on a 5-6 employés ou à la limite, on est un start-up, on est en démarrage d'affaires. Moi, je pense que c'est d'autant plus important quand on est une petite entreprise de se distinguer pour tirer son épingle du jeu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Isabelle? Bien, c'est très important. Je pense que c'est très important, égal pour tout le monde. Sauf que c'est un peu comme une réflexion stratégique, là, comme ce qu'on parle aujourd'hui. Je vois qu'il y a Dany Fortin qui disait qui était dans la planification stratégique, tantôt dans le chat aussi. Ah, c'est un petit peu le même le principe. On entend parler de planification stratégique, de réflexion stratégique, puis on se dit, ben ça, c'est pour les grosses entreprises parce que ça coûte cher, puis c'est long. Puis je vais avoir un rapport à la fin, puis finalement, le rapport, mais je ne le consulterai pas. De toute façon, je n'ai pas le temps de me retirer de 3 jours des opérations de mon entreprise. Il faut que l'entreprise roule. Donc, il y a comme un besoin, puis un contexte qui fait en sorte, une couple de biais cognitifs à travers ça, qui nous donne l'impression que ce n'est pas fait pour nous. Mais peu importe la grosseur de l'entreprise, mettez-vous à la place, dans le fond, dans la peau de vos clients. Quand ils pensent à vous, à qui d'autres ils peuvent penser aussi. Puis comment est-ce, si ont l'impression que tout le monde fait la même chose, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire challenger sur le prix. Puis on ne veut pas se faire challenger sur le prix à chaque fois, puis de finalement devenir celui qui est le moins cher. Donc, des fois, on le fait de façon naturelle, il faut le peaufiner. Puis des fois, ben, on ne le sait pas du tout, mais c'est quelque part à l'intérieur de l'entreprise. Mais c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour toutes les entreprises. Puis j'ai une image ici que j'aime vraiment beaucoup. Quand on parle on a l'impression des fois, quand j'entendais les clients dans les plus petites entreprises me dire, ben moi, je ne planifie pas. De toute façon, avec la COVID, avec tout ce qui est arrivé, ça ne servait à rien de planifier. Ça, c'est quand on a déjà planifié il y a plusieurs années. Hein, on planifiait sur 5 ans. Ben là, c'est sûr que quand tu planifies sur 5 ans, plus tu vas dans le détail de ta planification, bien évidemment, plus ça tombe à l'eau quand il y a des changements qui se font. Sauf que de l'autre côté, c'est un peu comme entre le noir et le blanc. Hein. Il y a une coupe de teintes de gris entre les deux. Donc, c'est un peu le même principe. D'un côté, il y a la planification. De l'autre côté, moi, je vois de l'improvisation. Et je me dis, ben, de l'improvisation tout le temps à 100%, c'est pas parfait non plus parce que as-tu un plan de match? T'es-tu aligné dans ton entreprise? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien réfléchi? De l'autre côté, quand c'est trop réfléchi, est-ce que ça peut déjà être trop réfléchi? Là, ça, j'en doute, mais je suis peut-être plus de ce côté-là. Mais moi, ce que je... rigidité, hein? Peut-être oui. Pas trop réfléchi, mais avec trop de rigidité. C'est ça, ben, c'est exactement. Puis c'est ça, dans le fond, que j'ai développé comme formule de se dire, puis ça fonctionne pour tout le monde. Hein? On parle de petite entreprise, mais ça fonctionne pour quelqu'un qui part à son compte toute seule. Je me suis appliqué ma propre médecine au début aussi, hein, de me dire, ben c'est quoi ma façon de... Puis tu sais, on ne trouve pas ça nécessairement en une semaine, puis quand c'est avec pour soi-même, c'est encore plus difficile, mais le contexte en travaillant. J'ai comme commencé à le faire, puis à un moment donné, c'est devenu une formule que j'ai développée pour des clients, de se dire, on ne peut pas débarquer du marché ou des opérations de notre business comme ça. Mais donc, je peux-tu passer 2 heures? J'avais posé naïvement la question à une petite entreprise, peux-tu passer 2 heures par semaine à travailler sur ton entreprise? Si c'est non, ben là, c'est non, mais il n'y a peut-être pas une volonté non plus. Puis des fois, c'est un peu le choc de se dire, OK, 2 heures, ouais, mais ça va être long. Puis, ben, pas nécessairement. Puis l'avantage de cette formule-là, j'ai mis quelques exemples ici à l'écran, c'est quand c'est 2 heures par semaine, c'est que dans le fond, ça permet de tester des idées au fur et à mesure. Hein? Il y a différentes étapes qu'on va voir un petit peu plus loin. Ça permet de tester des idées puis de se dire, ben, je ne me retrouve pas, j'ai encore l'image du gros rapport à la fin qui se retrouve à être un petit peu moins pratique, hein? moins concret. Puis finalement, ça devient tellement lourd puis tellement pas flexible que tu te dis, ben là, c'est ça. C'est pour ça qu'on a l'impression, je pense, que c'est plus pour les grandes entreprises. Mais ça te permet aussi de prendre du recul, générer des idées aussi. Bonifier des éléments que tu discutes au début aussi. Il y a différents éléments qu'on va voir tantôt. Puis c'est aussi
beaucoup, je dirais, de développer l'habitude de réfléchir sur son entreprise parce que le quotidien avec les opérations puis tout ce qu'on doit faire, à un moment donné, on dirait qu'on perd le contact. Hein. J'ai déjà quelqu'un qui me disait, j'ai l'impression que c'est mes clients qui gèrent ma business. Tu sais, je pars à gauche, à droite, puis j'ai comme juste pas le temps de m'arrêter. Ben, c'est ça, il faut prendre le temps de s'arrêter, puis à 2 heures par semaine. Éviter les vendredis quand on est trop brûlé, là, mais il y a il y a des moments, des meilleurs moments. Puis des fois, on peut augmenter de 2 heures à 4 heures ou 6 heures si c'est une période qui est plus tranquille aussi. Puis il y a tout le concept de l'agilité là-dedans, hein, de se dire, ben, je planifie, je teste des choses, puis j'ajuste. Puis après, ben, je continue à réfléchir, puis je me dis, OK, c'est encore bon, c'est tout ça. Fait qu'imaginez-vous, tu sais, on voit un peu le principe de l'entonnoir, hein, c'est l'image que j'ai aussi beaucoup de se dire, ben, je pense à tout ça, puis quand j'arrive à la fin, ben, j'ai tout réfléchi ça, puis si on implique différentes personnes dans l'entreprise, à différents moments, là, des endroits stratégiques, puis les bonnes personnes, évidemment, ben, ça nous permet de plus nous poser des questions, puis avoir à transmettre, à communiquer de l'information à l'entreprise ou des fois à 2, 3 personnes parce qu'on l'a travaillé ensemble, puis on le sait tellement. On reste toujours connecté à ça, puis à un moment donné, on se fait des meetings hebdomadaires, puis on peut prendre 15 minutes pour vérifier des petites choses, valider, puis rester toujours dans l'action. C'est le concept de l'agilité qu'on voit beaucoup dans le numérique, dans le fond, qu'on applique à la... Un work in progress. Pour avoir travaillé avec toi, Isabelle, j'apprécie beaucoup cette formule-là plutôt qu'une formule très, très condensée, de tout jeter sur papier puis de dire, ah, bon, ben là, on est coincé un peu avec ça, mettons, il a réfléchi rapidement. Tu sais, on dit des fois, on dort là-dessus, les entrepreneurs, on fait ça, on dort là-dessus. Donc, d'y aller progressivement nous permet de plus intégrer la matière, de dormir là-dessus, de revenir. Et moi, personnellement, je trouve ça très efficace comme formule. Oui, absolument. Je pense que les clients l'apprécient beaucoup. Tu sais, j'ai même quelqu'un qui me disait à un moment donné, mon Dieu, je n'ai jamais, tu sais, quelqu'un qui était très opération dans sa tête, qui me disait, je ne pensais jamais que je serais capable d'avoir de comprendre la logique en arrière du marketing. Puis là, maintenant, je la comprends. Mais tu sais, on ne parle pas de publicité puis de placement média ici, on parle de stratégie marketing. Fait que c'est les éléments stratégiques marketing de base, dans le fond, qu'on doit bien connaître, un peu comme on n'est pas toujours un spécialiste dans la finance, mais on a un comptable, mais on sait quelle question est posée, puis on sait qu'on ne se fera pas passer un lapin, excusez-moi l'expression, se faire passer un lapin avec une orientation qu'on ne veut pas. On sait l'orientation de notre entreprise, puis évidemment, il y a différents éléments à couvrir là-dedans, mais ça permet de le réfléchir, de le comprendre, puis de voir la logique, puis de pouvoir participer aussi, s'impliquer avec les gens avec qui on travaille dans ce domaine-là par la suite. C'est vrai. Donc, ce qu'on constitue le marketing numérique ou le marketing point, les actions marketing, ça va être après. Hein? C'est l'étape, on se positionne, on se dit, bon, ben, quel est mon élément différenciateur? Comment je vais le communiquer efficacement pour qu'il soit compris par ma clientèle cible? Et là, après ça, quand on arrive aux outils de communication, marketing, ça coule de source parce qu'on sait quoi dire, on sait à qui le dire, on a défini nos clientèles cibles. Donc, c'est tellement plus facile. Donc, c'est pour ça qu'on aime travailler ensemble. Donc là, maintenant, la question qui tue, OK? On a une petite vision un peu plus globale là, du positionnement stratégique. Comment on le trouve, ce positionnement d'entreprise-là? C'est facile! C'est facile, c'est compliqué en même temps. Hein? Quand j'ai commencé à travailler avec les entreprises, c'était le questionnement qu'on se posait, puis à un moment donné, c'était vraiment... Le processus est simple, mais c'est important de se faire challenger pour trouver ces réponses-là aussi en même temps, puis de ne pas rester dans notre confort aussi. Ici, je vous ai résumé les 7 étapes de réflexion essentielles. C'est vraiment, on parle de positionnement stratégique. C'est des éléments qu'on retrouve dans une planification stratégique aussi. Planification stratégique, particulièrement avec une approche vente marketing. La première étape, challenger son offre de produits et services. C'est quoi notre offre de produits et services? C'est quoi qu'on fait actuellement? Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé aussi? Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Puis pourquoi qu'on a arrêté de faire ce qu'on faisait? Puis qu'est-ce qu'on aimerait faire? Puis c'est quoi le type de service vraiment wow? De se dire, on pense à notre client vite, vite, puis qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Donc, vraiment de se challenger par rapport à ça. À un moment donné, j'avais un client qui avait deux offres, deux services différents, qui expliquait sommairement sur son site Internet. Puis finalement, en jasant avec lui, bien, il avait déjà fait des choses, son équipe avait vraiment trippé là-dessus, mais ça, c'est quelqu'un qui leur a demandé. Puis là, c'est un démarrage d'entreprise. Puis là, ça faisait 5-6 ans à peu près qu'ils fonctionnaient. Puis ils ne se sont jamais questionnés là-dessus. Puis là, finalement, ils ont dit, hey, non, ça, on aimerait ça développer des logiciels, on a déjà fait, c'était vraiment le fun. Puis c'était aussi le côté de son équipe qui participait à
pas à la rencontre avec qui j'allais avec le client, mais par en arrière, il leur en parlait aussi beaucoup. Donc c'est ça. C'est de se challenger de ce côté-là. Ensuite, le deuxième élément, c'est de connaître et découvrir ses clients cibles. On les connaît, nos clients, on peut nommer. Ah, et tu as marqué redécouvrir. Redécouvrir, oui, c'est ça. Parce qu'on les connaît, nos clients, hein, ils ont des noms, les noms des entreprises, puis on peut se l'expliquer, mais de se dire, OK, je regarde le portrait, on voit ici, là, j'ai mis une couple de visuels différents. On parle des fois de persona, j'ai de la misère à parler de persona, segment de marché, c'est plus large. Persona, c'est pas l'âge des gens et tout ça. Moi, je mets de l'information quand je développe. J'appelle encore ça des personas, mais c'est vraiment, c'est qui ces gens-là? Si c'est des petites entreprises qui ont tel type de besoin, si c'est des gens de telle industrie, puis dans une autre industrie, c'est différent. Fait qu'on dresse le portrait de ces gens-là, puis on se demande aussi en même temps, un peu comme on le fait dans le premier élément, qui j'ai déjà servi, qui je rêve de servir comme client. Et après, de vraiment se questionner, ah ben là, ces clients-là, là, on revient à l'étape 1, tu sais, ah ben ces clients-là, est-ce qu'il y a des produits et services? Est-ce qu'il y a d'autres types de besoins? Puis des fois, puis on en parle pendant une journée, une rencontre qu'on a de 2 heures, puis la semaine d'après, ben j'ai quelqu'un sur l'équipe qui me dit, ben j'ai rencontré un client la semaine passée, puis il y a tel type de besoin qu'il y aurait qu'on ne sert pas. Ah, OK, est-ce qu'on a l'expertise? Est-ce que c'est important de développer cette expertise-là, ces compétences-là pour pouvoir le faire? Évidemment, on comprend que ça peut aller très large, puis on peut se mettre à faire n'importe quoi, on s'entend, ça fait partie d'une réflexion. Où est-ce qu'on se sent surpoids? Un peu comme un brainstorming, où est-ce qu'on met toutes les informations, on le réfléchit, puis on poursuit la réflexion. La troisième étape, l'analyse. En s'arrêtant, on peut rester surpris des fois des choses qui sortent à cette étape-là de réflexion. Parce que, comme entrepreneur, on a souvent le nez un peu collé sur la forêt. On n'a pas de recul. Et toi, tu es là pour nous challenger, pour nous ouvrir un peu les œillères. Et moi, je trouve que cette étape-là, elle est fort intéressante parce qu'on pense qu'on connaît bien notre clientèle cible. Et quand on arrive à cette étape-là, puis qu'on a un peu d'ouverture, puis on se fait challenger parfois et on est ouvert à se faire challenger, il y a souvent des belles découvertes qui se font à cette étape-là. Absolument. Puis c'est drôle parce qu'en même temps, des fois, il y a des gens qui me disent, as-tu déjà fait ça dans notre industrie? Puis ça me fait rire parce que c'est la même logique, dans le fond, qui s'applique à toutes les industries. Moi, je fais juste apprendre un petit peu plus concrètement comment que ça se passe dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils vendent et tout ça. Mais en même temps, j'ai le côté du client où je n'ai pas besoin de savoir tout le détail de ce qui se passe en arrière. Tu sais, j'ai une cliente qui est dans le transport d'animaux dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai quelqu'un qui développe des sites Internet, qui développe des applications web, des applications mobiles. C'est vraiment, j'ai déjà eu des coachs aussi, tu sais, les coachs, s'il y a une industrie où on doit se différencier, il y en a vraiment beaucoup dans le marché, on dirait qu'ils sont tous pareils aussi. Donc, c'est le problème de beaucoup d'entreprises, mais c'est pas important si on l'a déjà fait, même que ça me permet souvent de poser des questions que quelqu'un qui connaîtrait l'industrie ne poserait même pas parce que tu prends pour acquis que, puis non, tu ne poses pas de questions. Tu sais, ben moi, je dépose les questions, puis on découvre à travers tout ça aussi. Ça évolue, hein, parce que, tu sais, un positionnement stratégique, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut se dire, c'est comme la comptabilité, bon, c'est fait, c'est fini, tu sais, ça évolue, puis là, d'autant plus de nos jours, en 2022, où les entreprises, tu sais, évoluent rapidement, le marché évolue rapidement, donc, tu sais, de le faire une fois et de l'actualiser, de le revoir année après année, tu sais, c'est ça, avant, les bonnes pratiques, c'était, on le fait aux 5 ans, on met ça sur une tablette, là, on est constamment, on est agile, puis et quand on s'imprègne du processus, ben toi, tu peux nous aider, mais on l'a aussi toujours en tête parce qu'on a passé à travers les étapes, tu nous as guidés. Et là, on a les bons réflexes de se poser les bonnes questions au bon moment. Exact. Tu vois, cette étape-là aussi, ça me fait penser avec un client actuellement. On a créé des genres de personas, des groupes de clients qui se différencient, à qui on s'adresse différemment. Puis on a créé des images un petit peu par rapport à ça. Puis finalement, quand on se parle à toutes les semaines, le client m'a dit cette semaine, il me disait que la semaine passée, j'ai rencontré un client plaster. OK, on a 6 personnes clients, puis lui, c'était le plaster. Si c'est lui qui a des problèmes, il y a une urgence, il faut qu'il règle avec son développement d'application web. De l'autre côté, il y a les performants. Il y a les clients qui sont des Tetris.
Mais c'est drôle parce que quand on a défini qui sont ces clients-là, c'est quoi qui les différencie même entre eux autres, c'est là que je suis arrivée la semaine d'après avec hey, j'ai pensé à des noms, puis j'avais des images avec ça. Fait que c'était devenu drôle. C'est pas quelque chose qu'on publicise sur son site, évidemment, mais ça fait en sorte qu'il le reconnaît pour dire OK, je l'ai vu-tu, les clients Plaster? Je suis toujours en bonne urgence, puis finalement, ils ne veulent jamais penser au fait de développer puis plus réfléchir à l'ensemble de la transformation numérique de leur entreprise. Mais au bout de la ligne, on s'est rendu compte OK, il y a des profils que tu veux peut-être moins parce que tu leur rends pas service finalement, hein? Tu patches à chaque fois, puis à un moment donné, ben, ça continue à saigner pareil, évidemment. Mais on peut faire passer ces clients-là à des clients Tetris qu'on appelle, des petits blocs qu'on rajoute, puis ça devient des performants au bout de la ligne. Fait que je vous évite les détails, mais cette réflexion-là amène quelque chose de concret dans la tête des entrepreneurs et ça devient beaucoup plus simple, puis c'est transmis à l'entreprise. Donc, s'il y a plusieurs employés, plusieurs vendeurs, par exemple, ben, c'est des sessions qui s'animent avec eux autres. C'est là qu'on peaufine encore plus l'information, puis que ça sert. C'est pas un rapport qu'on met sur une tablette, je le rappelle. Ensuite, troisième élément, je vais accélérer un petit peu parce que le temps passe vite. Troisième élément, c'est l'analyse de la concurrence. Analyse de la concurrence, il faut faire attention. On n'analyse pas la concurrence pour faire comme les autres. Souvent, le réflexe des clients avec qui je travaille, c'est ce qu'ils me disent, ouais, ben, tu sais, mais là, je veux savoir qu'est-ce qu'ils font parce que peut-être je devrais faire d'autres choses, mais on s'est déjà posé des questions hein, au premier point, notre offre de service. Des fois, on peut découvrir quelque chose de on n'avait pas pensé à ça, c'est important, mais on ne se différenciera pas. Par contre, on peut voir des formats de services, si on veut, différents, qui peuvent amener pousser la réflexion un petit peu plus loin, mais c'est surtout de se dire, bien, si je veux me différencier puis me positionner dans le marché, il faut que je sache qui sont mes concurrents quand mon client parle avec moi, un client potentiel parle avec moi et je parle de ce que je fais, de ce que je peux y apporter comme solution, mais quand il parle avec mes concurrents, c'est quoi qu'ils se disent, c'est quoi qu'ils... Parce que l'objectif, essentiellement, c'est d'amener cette connexion-là, hein, de créer un effet déclencheur qui fait en sorte que le client, avec quasiment une phrase à la limite, dit « Ah, ben là, c'est toi mon problème. » Les fameux peines hein, des clients, c'est pas les douleurs, c'est où ça fait mal. Comment est-ce que je peux l'aider? Donc, ça, c'est un élément qui fait une bonne... c'est la raison pour laquelle on fait ça, l'analyse de la concurrence aussi. Quatrième point, bien se connaître avec les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Ça, on le fait dans plusieurs façons de faire des plannings stratégiques. J'imagine, Dani, je ne te vois pas, mais je t'imagine, oui, bien se connaître avec les forces, faiblesses, opportunités, menaces. C'est quoi les forces, faiblesses, opportunités, menaces de notre entreprise? Où est-ce qu'on est bon? Où est-ce qu'on est moins bon? Quoi faire? Parce que ça nous amène à l'élément 5, à l'étape 5. C'est quoi les constats, les enjeux, puis surtout aussi les stratégies qu'on va faire avec ça. Donc, on part entre autres des forces, faiblesses, opportunités, menaces, mais il y a aussi l'analyse de la concurrence qui nous a amené à se dire, OK, on se voit à peu près là, puis là, dans notre tête, ça commence à se définir les positionnements, hein, puis on commence à le nommer. Puis après, ben, on arrive évidemment à définir ce fameux positionnement-là à l'étape 6. Et concrètement, après, ben là, on arrive avec un plan d'action. Un plan d'action, un échéancier, qui est responsable de quoi, c'est quoi les différentes étapes à faire. Un beau one-pager, hein? On ne veut pas un échéancier ou un plan d'action sur... j'aime pas les 200 pages, c'est pas pratique, puis on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de travailler ça non plus. Oui, parce que ce que tu nous remets concrètement, c'est toutes les étapes qu'on a passées, ça tient en une trentaine de pages, tout dépendant là, du type d'entreprise, du type de service et tout ça. Mais le plan d'action, souvent, ça tient dans une page. Donc, c'est très, à la limite, le mettre dans son bureau et se rappeler, c'est très concret. Là. Donc, à l'été, on fait ça, à l'automne, on fait ça, puis voici les dates, mais on ne se perd pas. Là. Donc, pour la petite entreprise ou même pour la PPE, là, la très petite entreprise ou le solopreneur, ça tient la route là, comme plan de match. Mais c'est que les idées, ça nous permet de faire un lien entre, encore là, le principe de l'entonnoir. Ça nous permet de retenir les éléments qu'on a parlé dans notre plan de match, dans l'ensemble de notre réflexion, puis de se dire, OK, puis des fois, même le plan de match est fait, on se dit, il y a telle chose aussi, je n'ai pas pensé à ça, puis oups, il y a tel contexte d'un événement qui se passe, finalement, ce n'était pas prévu. Quand on a fait la recherche, ce n'était pas annoncé. Finalement, ça arrive ça se rajoute, fait que ça bouge. Hein? J'aime ça comparer un plan d'action à un cellulaire dans un contexte qu'un cellulaire, c'est pour servir, c'est pour nous servir. Hein? On n'est pas au service de notre cellulaire. Des fois, quand je vois des gens très stressés, je suis comme attention, ça sonne, ou tu as une notification, mais il est là pour te servir. Fait
Fait que le plan d'action, c'est un petit peu le même principe. Un plan d'action, c'est pas rigide. On parlait d'agilité tantôt. Bien, le plan d'action, il n'est pas rigide. Il est là à notre service. Fait on le bouge au fur et à mesure, on le réajuste, mais il a été fait pour concrétiser l'alignement qu'on a développé dans notre réflexion pour dire, OK, concrètement, ce qu'on veut faire là, ce qu'on veut atteindre, pour y arriver, il faut faire ça. S'il y a de la bonification, ben, je pense que tout peut se bonifier aussi avec le temps. À la vitesse où tout va, ben, je pense que c'est encore plus important de se... Vite de s'éparpiller. Parce que ça va vite dans l'entreprise, puis il y a déjà des opportunités qui passent, mais quand on a un alignement, ça évite d'éparpiller son énergie, son temps, son argent, et pour avoir des résultats. Exactement. Vous comprenez que ça fonctionne pour la petite entreprise, puis quand on n'a pas de positionnement, ben, ça devient difficile de communiquer avec les clients. Tu sais, c'est dans la prochaine question aussi qu'on s'était parlé, Isabelle, quand est-ce qu'on fait ça, le positionnement d'une entreprise? Parce que là, tu nous as dit, bon, c'est quoi le positionnement, les démarches, le processus pour arriver, à peu près le temps qu'il faut y consacrer. Fait que là, on a une idée un petit peu plus juste, mais c'est ça, c'est quand est-ce qu'on devrait le faire, tu sais? Est-ce qu'il est trop tard? Quand je vois qu'il y a François qui est en vente, acquisition d'entreprise, quelqu'un qui est même à la limite en train de penser à vendre son entreprise, est-ce qu'il est trop tard pour faire un positionnement stratégique? Non, même pas. Puis même des fois, c'est des entreprises qui sont en préparation pour la relève qui me consultent puis qui me disent, ben on veut le transférer, mais là, moi, j'ai ma vision de cédant. Puis le repreneur, ben, de son côté, me dit, ouais, mais moi, c'est pas tout à fait ça que je veux faire. Puis là, ben, le cédant commence à me dire, ben là, attends un peu, là, tu t'en vas où avec ça? Puis, fait que, tu sais, ça amène des discussions ensemble pour développer aussi en même temps l'entreprise. Parce que j'ai eu un client qui offrait ce service-là, à aider les entrepreneurs à céder leur entreprise, dans le fond, aux repreneurs. Fait que ça, c'est un contexte qui peut nous amener à le faire. Des fois, tu veux tout simplement vendre ton entreprise, puis tu veux augmenter sa valeur, parce que tu vois un comptable, un CPA qui fait l'analyse, tu dis, ouais, OK, tu sais, il y a beaucoup de concurrence dans tel marché, blablabla, les ventes, OK, ça stagne depuis quelques années. Bon, on aurait besoin de développer un nouveau site Internet. C'est aussi un élément qui est vraiment, tu sais, qui nous amène à déterminer son positionnement. Quand des clients, des gens arrivent et disent, on veut revoir notre site Internet, on se dit, OK, on part on commence avec ce qu'il y a sur le site actuellement comme information. C'est-tu bon? Est-ce que toute l'information est à jour? Ouais, non, ça. Puis là, on commence à voir que, oups, il y a comme un début de réflexion qui commence à s'y faire. C'est souvent là que nous, on le voit. Puis c'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec des spécialistes comme toi, Isabelle, parce que quand on arrive à refaire le site Internet, souvent, c'est un carrefour. Tu sais. Et oui, on veut revoir l'image visuelle, rafraîchir, tout ça. Mais ça, c'est le contenant, OK? Mais quand on arrive au contenu, et là, on veut dire plein de choses, puis là, on a 1000 services. On fait, on a peut-être besoin d'un petit pas de recul, là, puis de se dire, si on veut communiquer clairement la valeur ajoutée à notre client, qu'est-ce que nous, on fait de différent des autres, comment on le fait, il faut peut-être prendre un petit pas de recul puis y réfléchir. Puis mon Dieu, que ça revient plus fort après. Si on a pris 3 mois pour le faire, mon Dieu, qu'on est plus efficace après et que là, le retour sur investissement de temps et peut-être d'argent qu'on aura mis à faire cette réflexion stratégique-là, elle est payante. C'est ça. Tu sais, ça ne me surprendrait même pas de voir un entrepreneur qui veut vendre son entreprise, puis après avoir passé à travers le processus, puis développer son site Internet, qui n'a plus le goût de vendre son entreprise. Parce que finalement, des fois, on l'a vu, ben oui. Tu sais, des fois, on a parlé de réinventer son entreprise, là. On n'est plus capable, ça fait longtemps qu'on l'a entendu parler, mais c'est un petit peu ça, la COVID a forcé les choses. Mais des fois, c'est ça, ça nous stimule, puis c'est là qu'on se dit, ben si l'entreprise que j'avais, puis l'offre que j'avais, là, 5 ans, 10 ans, est encore la même, bien là, ça commence à coûter un petit peu. Hein? Il y a des nouveaux, ça m'amène au deuxième point, le marché change, il y a des nouveaux concurrents qui arrivent, il y a des offres similaires, des fois par un autre joueur qui n'est pas dans notre industrie, mais qui finalement l'offre parce qu'il y a déjà accès à ces clients-là. Fait que, tu sais, c'est des changements qui se font. On pense aussi à l'alignement, tu sais, de se dire, j'avais un entrepreneur à un moment donné qui me disait, je comprends pas, là, j'ai tout expliqué, on s'en va là, puis je leur ai dit, je sais pas combien de fois à mes employés, mais ils sont comme tout en arrière, puis ils me suivent pas, ils n'ont pas l'air de comprendre où est-ce que je m'en vais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose, là. Fait que toi, tu es aligné,
Mais la communication, puis juste le communiquer, c'est une chose. Puis là, je ne vous amène pas dans le terrain de la mobilisation du personnel, mais tu sais, quand on fait, que ce soit une planif stratégique, une réflexion stratégique, d'impliquer les gens, ça les mobilise aussi, ils sont au courant, puis ça permet à l'entrepreneur de voir, hey, mon équipe de vente, là, ils sont connectés sur leurs clients, tabarnouche, ils sont au courant comment ils fonctionnent, puis ils apportent un paquet de nouvelles idées, puis ouais, puis ça ne me tente pas, mais ça amène une grande discussion. Des fois. Puis des fois, ça se passe entre 3 personnes, parce que l'entreprise, c'est 3 personnes aussi. Mais ça permet de se réaligner puis de se dire, dans un cas, j'avais 2 entrepreneurs qui avaient chacun leur entreprise, qui voulaient partir d'une business là, pour offrir des services aux cédants et aux repreneurs, aux entreprises en transfert d'entreprise. Mais ils partageaient exactement les mêmes clients, les mêmes personnes, mais leur perception était totalement différente. Et dans ce cas-là, il a fallu faire plus des entrevues clients, aller chercher l'information. Fait qu'on a validé l'offre de service, on est allé faire un petit peu plus de recherche, puis on est allé chercher plein d'informations. Puis on s'est rendu compte qu'il y a un pan de service qu'on n'avait pas du tout imaginé. Les cédants qui ont de la difficulté voyons, c'est quoi l'expression? À lâcher prise. À lâcher prise. À lâcher prise, exactement. Donc ça, c'était un petit peu couvert dans les sujets, mais c'était pas quelque chose qui était vraiment d'ampleur. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Puis qu'il y avait besoin de créer une communauté autour d'eux. Donc c'est ça. Fait que ça sert, toute l'information, dans le fond, peut servir aux différentes étapes là, dans la réflexion. Puis mon 4e point, là, c'est des exemples de ce que j'ai vécu avec des clients, là, quand ils sentent qu'ils ont besoin de faire des changements, ça fait trop longtemps que ça fonctionne pareil, puis ils ont l'impression de manquer des opportunités. Puis là, ils me disent, il me semble qu'on est bon, on est correct. Tu sais, récemment, c'est un recruteur avec qui je travaille qui me disait, j'ai l'impression que c'est plus moi qui gère ma business. Je ne sers pas nécessairement les clients que je veux servir, puis il me semble que on parlait beaucoup, on a philosophé une couple de fois là, avant de commencer à travailler ensemble, une couple je dirais même d'heures, et qui me disait qu'il voulait réinventer le monde du recrutement. Hein. Personne n'a de la misère à trouver de la business quand ils sont recruteurs, sauf que lui avait vraiment l'impression qu'il perdait le contrôle. Puis il voulait servir les clients qui géraient bien leurs employés aussi, qui géraient leurs humains à l'interne dans l'entreprise aussi. Fait que, grosso modo, ces contextes-là, dans le fond, qui ont besoin de revoir le positionnement de leur entreprise, ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont besoin, moi j'appelle ça organiser la croissance de leur entreprise, là, vraiment prendre en charge de se dire, OK, pour ces différentes raisons-là, on réfléchit, non? On réfléchit. On réfléchit à tout ça, on le fait ensemble, puis on va chercher, des fois, je compare un petit peu avec la caverne, pas la caverne, mais le Indiana Jones. Tu sais, il y a un petit côté Indiana Jones à aller fouiller dans l'entreprise, poser des questions, puis là, la conversation qui part autour de la table. Oups, on se reparle la semaine prochaine. Je leur fais faire des fois un petit devoir entre les deux. Fait qu'on c'est comme si on reprend connaissance de notre entreprise, puis qu'on a le goût de la renouveler, puis de la relancer, dans le fond, des fois. Ça réanime la passion. Ben c'est ça. Puis des fois, ça va même jusqu'à un client qui me dit, ouais, mon nom d'entreprise, ça marche-tu encore versus mon positionnement? Hein, on ne change pas de nom d'entreprise non plus trop souvent, mais des fois, c'est juste une signature qu'on doit changer. Tu sais, le positionnement d'entreprise, quand on en parlait au début, là, c'est vraiment la perception que les clients cibles ont de notre entreprise dans le marché quand ils comparent avec les concurrents. Ben des fois, ça va jusque-là aussi. Si tu fais des gros changements dans ton entreprise, puis tu veux montrer aussi en même temps qu'il y a un changement, puis ton branding, tu l'as depuis à peu près 5, 6, 7 ans, puis tu as l'impression que ce que tu dis, hein, on parlait de contenant puis de contenu, mais si ton contenu a changé, puis tu as l'impression que ton contenant est plus ou moins aligné, ça ne veut pas dire qu'il faut tout refaire. Hein. J'avais des cas où un client me disait, il faut vraiment que je change de nom. J'étais comme, hé, Colin, pourquoi? Pourquoi? J'ai dit, il faut que tu me convainques. On n'est pas là pour faire des ventes, on est là pour servir le client puis que ça y serve. Moi, je suis un peu comme une directrice marketing par intérim. J'arrive dans l'entreprise puis je fais la réflexion puis on ne fait pas dépenser. Je vais me trouver d'autres clients, là. Inquiétez-vous pas. Fait que c'est pas... Mais on va le faire parce que c'est important de le faire puis ça fait une différence aussi pour le client, évidemment. Hey, merci Isabelle pour ce beau survol sur le positionnement stratégique. Ça me fait plaisir. Oui, moi je voudrais voir, est-ce que vous avez des interrogations en suspens
des croyances, des choses que vous auriez entendues sur le positionnement stratégique, que vous aimeriez qualifier. Vos micros ne semblent pas tous fonctionner, mais n'hésitez pas à noter dans le chat vos questions, vos commentaires. On aimerait ça vous entendre et y répondre live parce qu'on ne veut pas vous laisser. C'est sûr qu'on vous promet un 60 minutes top chrono, mais on n'a pas le temps de rentrer autant en profondeur dans le sujet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pour qu'on puisse y répondre live. On s'est gardé un petit 10 minutes à la fin pour les questions. Est-ce qu'il y a des choses qui vous chicotent ou par rapport à votre secteur d'activité? Donc, j'ai François qui doit nous quitter. Donc, au revoir François. Merci d'avoir été là. De toute façon, hein, ce qu'on vous envoie dans le fond suite au webinaire, c'est un lien si vous souhaitez prendre peut-être un petit peu de temps avec Isabelle en individuel pour parler peut-être d'un projet de planification, pas de planification stratégique, mais de positionnement stratégique. Donc, ce sera possible de le faire. Bien sûr, si vous voulez réécouter le webinaire ou encore le partager, il sera sur notre site web à compter de mardi prochain. Donc, dans le bas de notre site web, il y a un petit onglet qui s'appelle Webinaire. Donc, vous pourrez le réécouter, le partager à vos amis qui auraient peut-être besoin d'un positionnement stratégique. Et puis, c'est sûr, si vous êtes à l'étape de revoir votre contenant ou vous croyez que ce serait également intéressant d'actualiser vos contenus pour propulser la croissance de votre entreprise, hein, parce que c'est ça le but ultime, c'est ça. Je vous invite à vous faire accompagner pour une démarche avec Isabelle, avec une approche qui est très concrète. Donc, pas de souci, on ne pète pas des nuages. Je pense que c'est la force d'Isabelle. Elle est vraiment très concrète et d'apporter des résultats qui peuvent être utilisés concrètement, rapidement et de façon efficace. Donc, pour ceux qui ont apprécié la formule 60 minutes top chrono, on sera de retour à l'automne. Donc, on prend relâche pour la période de l'été. Et puis, on vous reviendra cet automne, en septembre, avec, on va parler d'analyse de visibilité et de concurrence web, donc communément appelées les analyses de mots-clés. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça mange en hiver, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, on vous fera vraiment une présentation complète de tout ça. Donc, sur ce, je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été avec nous. Oui, ça a été fort intéressant. Merci de nous avoir partagé ton expertise. Et puis, on se revoit bientôt lors d'un prochain webinaire. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Bye tout le monde. Merci.